Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Ça va être difficile de faire aussi bien que les précédents, mais on va essayer. Effectivement, une des questions qu'on veut se poser ce soir aussi, et c'est tout l'objet de cette table ronde, c'est comment est-ce que les éditeurs de logiciels peuvent s'emparer de l'IA générative pour innover, à la fois dans leurs offres, mais aussi dans leurs process internes. Et pour ça, j'ai la chance d'être accompagnée ce soir de 4 personnes formidables sur le sujet. Youali, Senior Product Manager d'intelligence artificielle chez 360 Learning. Bonsoir à tous. Bonsoir. Florian Bressan, Chief Business Officer chez Mistral AI. Ravi aussi. Isabelle Ril, directrice de Prairie, comme on l'annonçait tout à l'heure, et également récemment membre du comité d'intelligence artificielle générative. Bonjour. Bonjour. Et David Amara, bienvenue, qui est Business VP chez Lighton et qui nous a rejoint ce soir également. Bonsoir. Alors, une des premières questions que je voulais t'adresser, Yoa, c'est vous avez lancé récemment un nouveau produit, Robin, basé notamment sur justement l'intelligence artificielle générative. Pourquoi ce choix technologique? C'est d'ailleurs pas le seul produit que vous avez lancé. Pourquoi ce choix et quelles sont un peu les questions que vous êtes posées quand vous êtes lancé dans cette technologie? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, 360 Learning, nous sommes un fournisseur de solutions LMS. Et nous sommes leaders d'un mouvement de collaborative learning qu'on avait lancé maintenant il y a plus de 10 ans. Et l'IA est un choix stratégique pour nous, en tout cas l'IA générative qu'on avait décidé depuis longtemps. En fait, on a commencé par recruter une équipe de top talents qui viennent en effet des géants de numérique des États-Unis et d'autres pays. Et ce qui nous a permis d'aller très vite. Donc, en fait, quand la vague de l'IA générative a vraiment fait frapper en fin d'année 2022, on va dire, on avait déjà 6 mois d'avance. On est en train de travailler sur les fonctionnalités et nos premières fonctionnalités étaient déjà en bêta à ce moment-là. Et notre premier objectif est de faire un premier cas d'usage réussi et cet objectif aujourd'hui est atteint. On a fait le pas de 0 à 1. Maintenant, il s'agit de faire le 1 à 10. Et pour cela, on avait aussi constaté auprès de nos différents clients que, à la fois, il y a de l'enthousiasme, mais aussi il y a de la confusion dans l'application de l'IA générative. Et c'est pour cela que non seulement on investit dans l'IA comme l'IA générative, dans la partie de notre produit, mais également dans l'accompagnement qu'on va avoir par rapport à nos clients. Ce sont essentiellement des responsables de formation dans les services RH. Et nous, on croit que l'IA générative va changer vraiment considérablement la manière de travail qu'on a aujourd'hui. Il a cette capacité d'impacter beaucoup de secteurs et d'industries différents. Et c'est pour cela qu'on pense que les services RH, tout aussi bien que les dirigeants d'entreprise, sont au front de ce changement sociétal majeur et nous souhaitons les accompagner là-dessus. Super, merci beaucoup, Yoa. Florian, du côté de Mistral AI, vous avez lancé votre premier modèle d'IA générative, un modèle à la disposition des développeurs qui fait aujourd'hui concurrence aux géants américains. Quel beau challenge, bravo. Et ambitieux, mais... Ouais, voilà. Non, mais c'est super. Et justement, en quoi vous vous différenciez de ces géants américains et qu'est-ce que ça... Comment les éditeurs de logiciels, en fait, aussi peuvent être amenés à se poser ces questions et à vouloir se lancer dans ces modèles, le pari que vous avez Merci pris. Déjà, merci à Monsieur le Ministre qui nous a fait, à tous les deux, Lighton et Mistral, une magnifique introduction. Peut-être en quelques mots, effectivement, Mistral, une start-up française, même stratégie de trouver des talents. Et Monsieur le Ministre l'a cité, 3 chercheurs français venant de Meta et de DeepMind qui ont donc contribué, après avoir fait leurs études ici, à créer les premiers Large Language Models au sein des géants américains. C'est bien de connaître ses adversaires de l'intérieur. Et maintenant, développement des solutions basées ici, en France et en Europe. Et c'est donc une levée de fonds. Jean-Christophe citait les chiffres. Voilà, on avait franchi la barre des 100 millions cette année. Et ce n'est pas pour la gloire, c'est simplement que pour attirer les équipes de talent et pour avoir la puissance de calcul qui nous permet de développer les modèles, ce sont les ingrédients nécessaires, comme ça a été très bien dit. Alors, quelle différence? Aujourd'hui, il existe, je ne vais pas les citer, mais quelques alternatives américaines qui sont ce qu'on appelle des modèles fermés,
plutôt boîte noire, c'est-à-dire qu'on envoie ses données, y compris quand on veut personnaliser le modèle par des API en dehors de son environnement. Nous pensons que les modèles ouverts sont une énorme partie de la solution. Ce qu'on appelle aussi, et je vais avoir peu de jargon, mais boîte blanche, c'est-à-dire que le code des modèles, les poids des modèles sont disponibles pour les utilisateurs, que ce soit les utilisateurs développeurs, puisqu'on a toute une série de versions open source, ou les utilisateurs enterprise, dont évidemment le secteur technologique et de logiciel. Et on pense que c'est très important parce que ça permet justement de personnaliser, de customiser. Et puis ça permet aussi, les gens étaient un peu surpris de voir notre premier modèle, 7 milliards de paramètres, c'est pas beaucoup, il y a un peu la course aux paramètres aujourd'hui. Nous, on pense que ce qui est important, c'est d'être à la bonne frontière entre le coût, enfin la performance évidemment, pour un cas d'usage particulier, le coût, et qui dit coût, dit en fait empreinte écologique et carbone. Donc de pouvoir, en ayant la maîtrise technologique, dans son environnement, puisque nous, ce sont des modèles qui peuvent être déployés sur n'importe quel environnement cloud, y compris on-prem, hein, par exemple pour des banques, d'avoir cette maîtrise qui permet d'optimiser les modèles. Et sur votre deuxième question, pour les éditeurs de logiciels, on voyait tout à l'heure que l'innovation était le premier levier de croissance. C'est évidemment une opportunité massive. C'est aussi un levier de productivité. Moi, je viens aussi de Miracle pendant 6 ans, donc le monde logiciel. Et on avait toujours cette saine frustration de ne pas pouvoir aller plus vite dans les roadmaps, de ne pas pouvoir mettre plus de choses plus vite pour nos clients. Là, on voit qu'avec la productivité, on va pouvoir faire plus avec nos mêmes équipes. Et qu'on va aussi pouvoir offrir aux clients la possibilité d'interagir de plus en plus en langage naturel avec nos logiciels. Donc vraiment des leviers de croissance importants. Et je dis très clairement à notre public, saisissez-vous-en. Nous sommes là, utilisez les solutions locales, puisque nous les concevons open source, mais aussi pour être prêtes pour l'enterprise, avec les bons niveaux de sécurité, je crois qu'on en reparlera, pour pouvoir innover et avoir ça comme un gros levier productivité et compétitivité. Oui, merci Florian. Et on reparlera effectivement, vous avez évoqué l'empreinte écologique, on y reviendra également. Isabelle, en tant que directrice de Prairie, donc le Paris Artificial Intelligence Research Institute, en quoi vous pensez que, et vous avez déjà notamment collaboré avec Mistral AI, vous pensez que la recherche est essentielle à l'innovation dans l'intelligence artificielle générative ? Alors effectivement, donc Prairie, c'est l'un des fameux instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle que le ministre a cité tout à l'heure. Donc ça fait 4 ans qu'on existe. Il y a une volonté effectivement de former plus de gens, on reparlera tout à l'heure des talents, mais aussi de collaborer et de créer les innovations de demain. Alors dans tous les domaines, l'innovation est essentielle et la recherche est essentielle pour faire avancer les sujets. Mais dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui, la vitesse de transfert entre un article de recherche qui est publié par des chercheurs purement académiques dans une conférence et le jour où ça finit dans un produit de l'un de nos voisins, là, puisqu'on travaille aussi avec Lighton, qui va finir chez vous, est vraiment très, très limité. Ça peut parfois être 6 mois, ça peut être 1 an, pas plus. Et alors, donc ça, c'est la vitesse avec laquelle ça passe d'un monde à l'autre. Et pourquoi c'est utile ? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas au bout de l'histoire. On a des modèles de langue, d'accord, on a des modèles avec des images, on va de plus en plus vers le multimodal, comment mêler toutes ces choses, comment faire des modèles plus petits avec une meilleure empreinte, comment mieux les comprendre, qu'ils soient explicables, éventuellement traçables dans certains cas. Beaucoup de chercheurs croient aujourd'hui que la génération d'après, ça va être des modèles interconnectés avec d'autres outils. C'est un modèle qui, à un moment, va pouvoir comprendre que là, l'équation, il ne sait pas la résoudre et qui va appeler un solver à côté plutôt que de répondre une bêtise et qui va pouvoir vous dire quel solver il a appelé, d'où la traçabilité. Donc, il y a encore beaucoup de choses sur les langues rares. Donc, il y a vraiment beaucoup de travaux. Dans Bloom, qui a été cité tout à l'heure, oui, il y avait Hugging Face, le chef de file. Oui, il y avait beaucoup d'entreprises, il me semble qu'il y avait Lighton. Mais il y avait aussi un consortium de plusieurs centaines de chercheurs. Donc tout cet écosystème travaille ensemble à faire avancer le schmilblick. Et puis une volonté personnelle, ça serait que on soit les champions du monde de l'IA générative, c'est très très bien.
cette fois-ci, on n'est pas parti si tard que ça. Donc effectivement, au niveau production, on est en retard par rapport à l'outre-Atlantique, mais on voit qu'on est en train de rattraper. Niveau recherche, j'oserais dire qu'on était prêt parce que les chercheurs connaissaient les modèles de langue, etc. Donc on est mieux que sur les réseaux sociaux où ça fait des années qu'on entend, mais on rattrape le train. Et donc j'espère que le prochain train, je ne sais pas lequel il sera, mais on sera sur le quai quand il partira, qu'on ne sera pas en train d'essayer de rattraper et que ce sera grâce à la recherche. Oui, absolument, on l'espère aussi. David, vous êtes Business VP chez Lighton. Pourquoi ça vous semble important aujourd'hui que les éditeurs de logiciels se lancent justement dans cette course à l'IA générative? Bien, bonsoir. Oui, je représente Lighton ce soir. C'est une question qui peut paraître évidente, en tout cas vu le trend sur la GenAI. Je pense qu'effectivement, il y a différentes façons d'intégrer la plus-value de la GenAI pour les éditeurs de logiciels. Ça peut être en interne, effectivement, comme toute entreprise, tout à chacune, en fait, peut intégrer en fait, des processus de GenAI dans les différents départements de l'entreprise. Et donc, les éditeurs de logiciels à ce titre, en fait, n'échappent pas à cette règle où il y a des gains de productivité dans les entreprises qui sont communs à tout le monde. Ensuite, il y a effectivement l'accélération de la productivité, de valeur ajoutée sur notamment toute la partie coding qui est très importante, où il y a des applications très concrètes. Et puis, il y a aussi des éditeurs de logiciels qui ont des solutions standards de type chatbot et qui sont assez nombreux en France et qui peuvent intégrer du coup assez rapidement les usages liés au LLM et apporter une plus-value non seulement en fait en interne mais aussi aux différents clients qui sont utilisateurs de ces logiciels. Et qui proposent eux-mêmes ces solutions de bots, en fait, par exemple pour les administrations publiques, donc, qui ont fait l'objet tout à l'heure d'une mention spécifique en termes d'usagers, notamment au sein de la DGFiP. En ce moment, on travaille beaucoup avec eux et on commence à déployer notre modèle et notre couche applicative sur ce use case très, très spécifique, qui est notamment d'interroger des bases documentaires qui posent problème parfois Souvent. en termes de références, voilà, et le fait d'interroger de manière linguistique, en tout cas NLP, toute cette base documentaire apporte des réponses très rapides aux usagers. Et donc, voilà, ça apporte en tout cas des solutions très concrètes dans la vie de tous les jours, les LLM, et que je pense que voilà, les éditeurs de logiciels doivent vraiment passer à l'usage absolu, parce que c'est des gains de productivité qui sont pas excessivement chers, à mon sens, et qui doivent être généralisés. Oui, absolument. Et il y avait un autre sujet qui a été évoqué plusieurs fois auparavant et qui nous semblait vraiment intéressante. Aujourd'hui, et je commence par vous, Yoa, il y a ces postes qui intègrent aujourd'hui l'IA générative sont de plus en plus attractifs, aussi bien pour les jeunes diplômés, mais aussi pour, on y pense aussi, les jeunes femmes, et aussi bien pour eux que pour les entreprises. Et vous êtes allé vous-même chercher des talents justement pour les recruter chez 360 Learning. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le sujet? Oui, tout à fait. Je pense que je commencerai peut-être pour rappeler ce commentaire de Andrew Ng, qui dit souvent que l'IA générative, c'est le General Purpose Technology. C'est similaire à l'électricité, à l'Internet. C'est une technologie qui va avoir vraiment un impact très, très approfondi sur l'ensemble des différents secteurs. Et je pense que ça crée un appel à la créativité et à l'innovation qui intéresse et qui attire beaucoup de jeunes talents aujourd'hui pour travailler sur ce sujet. Et surtout aussi, c'est une partie qui a beaucoup d'investissements et d'efforts qui sont faits en termes de recherche. Et on voit aussi qu'en matière de l'IA générative, on dit souvent l'expérience qu'on peut avoir pendant les derniers 3 ans, ça nous aide. Et l'expérience qu'on peut avoir peut-être au-delà des 3 ans, donc dans le passé,
deviendrait éventuellement un fardeau. Et ça, c'est effectivement vrai pour l'IA générative, où potentiellement, les jeunes talents vont être un peu moins restreints par les choses qu'on avait été testées par le passé, qui ont échoué, et aujourd'hui qui en devient possible. Et ça aussi, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de jeunes professionnels aujourd'hui, pour réfléchir à comment on pourrait restructurer, innover de manière de faire avec de l'IA générative. Et là, je pense que le plus important, c'est de ne pas voir ici comme s'il y a une sorte de jeu à somme nulle entre la machine et l'humain, où là, la machine gagne, l'humain y perd. Et vraiment, c'est de plutôt voir comme une augmentation de l'humain avec l'IA générative. Et vous voyez, Isabelle, peut-être les compétences que vous voyez se développer autour de ces métiers, peut-être dans la recherche aussi. Alors, les compétences sont très... Alors, côté recherche et puis côté vraiment technique, on a toujours besoin de bons spécialistes. On continue à les former en France et il y a un effort phénoménal qui a été fait par le gouvernement pour augmenter le nombre d'étudiants formés. Ouais, alors, ce n'est pas uniquement des étudiants de master spécialistes en IA, etc. C'est vraiment interdisciplinaire pour aller apporter à l'IA au cœur des disciplines et les apports de toutes les disciplines, en particulier des sciences sociales, à ces métiers. Et ce qui a été cité en introduction également, tout ce qui est reformation, reskilling des gens qui ont une compétence profonde et qui aujourd'hui voient cet outil arriver à leur porte et qui ont besoin de s'en emparer. Oui, absolument. Je regarde l'heure, je fais attention aussi. Je sais qu'on a un gros planning. Une question aussi, et on en parlait tout au début, c'est toutes les considérations environnementales et éthiques. Et je voulais savoir un petit peu comment chacun, dans vos entreprises, vos organisations, en fait, vous posiez ces questions et comment vous les intégriez en fait, dans vos développements et voilà, et dans vos process également. Yoa, peut-être, ou Florian ? Je vais démarrer. Donc la partie empreinte, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment l'efficience. Et sur le safety, les notions de guardrails, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les modèles peuvent être utilisés, notamment les petits modèles, pour être les gardiens de règles à l'entrée, ce qu'on appelle les prompts, c'est-à-dire la demande qui est faite au modèle, de dire ce prompt n'est pas acceptable, mais aussi parce qu'il y a toujours des manières et l'intelligence humaine, justement, sait parfois contourner les garde-fous, de aussi filtrer ce qui sort des modèles. Et donc, nous, on est convaincus que c'est très important de mettre à disposition, en même temps qu'on met les modèles, tous les outils qui permettent, et notamment dans un cadre enterprise et logiciel, de maîtriser. Et c'est aussi pour ça que l'accès au poids du modèle est assez fondamental, hein, parce que c'est là que peuvent se jouer les biais. Cette technologie, pour être confiant et pouvoir la passer à l'échelle. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase où fleurissent 1000 POC. Et on n'a pas fait l'exercice, mais je suis certain qu'il y a énormément de POC dans la salle. On en parlait avant. Quand on regarde nos confrères tech, logiciels aux États-Unis notamment, on commence à sortir du POC et on va vers la production. Et peut-être un commentaire sur les talents. Je pense que c'est aussi un grand levier d'attractivité pour les entreprises logicielles aujourd'hui, de pouvoir dire aux jeunes et aux moins jeunes qu'on recrute, hein, que justement, il y a des sujets de Gen AI, c'est quelque chose qui est très fédérateur et qui est, dans une guerre des talents qui continue, un levier de différenciation aussi. Isabelle, avec notamment le comité dont vous faites partie, ces questions se posent. Alors oui, bien sûr. Éthique, donc, le comité a été lancé et n'a pas encore rendu ses travaux, donc ce n'est pas à moi d'en dévoiler la teneur ici. Mais par contre, bien évidemment, tous les sujets sont pris en considération, l'impact économique, la capacité technologique, etc. Et bien sûr, l'impact sur la société, l'éthique, l'impact environnemental, l'impact sur la culture, sur l'administration. Donc c'est vraiment large scope. Un mot peut-être, David, sur le sujet ? Oui. Sur la partie environnementale, nous, Lighton construit des modèles depuis 2020, donc un petit peu avant, enfin quelques années avant la sortie de ChatGPT. Donc ça nous a permis, ChatGPT, en fait, d'être un peu plus visible. Donc c'est toujours quelque chose de positif. Donc on construit tout type de modèles et effectivement, comme le disait Florian, il faut trouver le bon compromis entre la taille conséquente d'un modèle, enfin son efficience,
par rapport aux besoins qui est exprimé, et puis la réalité d'infrastructure qu'il y a derrière et les consommations associées. Voilà, donc nous, on est en train, là, en ce moment, de prévoir la construction d'un nouveau modèle qui prendrait en compte ces données-là, oui, qui sont un peu plus environnementalement, en tout cas, acceptables. Très bien. Alors avant de conclure, je voulais avoir peut-être pour toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, un conseil que vous auriez pour les personnes qui voudraient se lancer dans l'intelligence artificielle générative. Je vais faire très original, dans l'ordre, du plus proche au plus éloigné. Je pense en tout cas une idée que je dis souvent à notre équipe, c'est de ne pas limiter notre créativité par ce qui est disponible aujourd'hui comme offre technologique. C'est d'imaginer les cas d'usage, imaginer les produits, imaginer les services et positionner les entreprises pour que demain, quand la technologie devient disponible, on pourrait pouvoir les utiliser. Et on voit avec l'IA générative que l'avancée technologique se fait très très rapidement. On voyait ce qu'on est capable de faire il y a 12 mois par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et on pense que la tendance va continuer avec nos confrères sur notre panel. Et aussi cette quantité d'investissement qu'on va faire là-dedans, aussi bien en termes financiers, mais aussi bien en termes de talent. Donc voilà, ce serait ce que je dirais. Merci beaucoup. Une phrase ? Oui. Un mot ? Allez-y, allons-y. Pensez au passage à l'échelle très vite. Et j'en profite pour dire que notre prochain modèle qui sort très vite parle excellemment français. Ah, super. Ça, c'est chouette. Alors moi, je veux dire quelque chose qui va vous étonner vu ma position, c'est usez-en avec mesure. Parce qu'effectivement, il faut y aller, mais il ne faut pas en mettre partout. Et comme on l'a dit, c'est encore coûteux. Et ce n'est pas la peine de faire de l'IA générative parce que c'est à la mode, mais vraiment parce que ça a une plus-value, un ajout essentiel à un moment. Le mot de la fin. Une lourde responsabilité ce soir. Oui. Non, je pense que sur le territoire français, si c'est le sujet, je pense qu'il faut que les entreprises en fait manifestent davantage d'engouement en termes financiers. Je pense que les investissements financiers sur l'IA sont importants à mettre en place. Super. Merci beaucoup à tous les quatre. Et puis, je pense que tout le monde pourra vous retrouver un peu plus tard au moment du cocktail.